Une question que j'ai souvent, c'est est-ce qu'il faut payer ses dettes ou alors reprendre un crédit pour réinvestir? Dans cette vidéo, nous allons regarder est-ce qu'il vaut mieux payer son crédit, solder son crédit ou alors est-ce qu'il vaut mieux réinvestir et se réendetter en fonction de sa situation d'investisseur. Regardons les avantages et les inconvénients dans le détail. Bonjour et bienvenue sur Analysimo. Analysimo, c'est la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Avant toute chose, considérez à vous abonner, c'est gratuit, c'est simple, c'est efficace et en plus ça vous permet de suivre les vidéos et nous ça nous fait grandir évidemment la chaîne, ça fait connaître les sujets qu'on traite. Dans un premier temps, pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir s'intéresser au taux de rentabilité que vous avez et savoir si c'est plus ou moins important que le taux d'emprunt que vous avez aussi souscrit. Et plus précisément donc, est-ce que le taux de rentabilité est supérieur ou inférieur au taux d'intérêt qui est associé à votre crédit? Évidemment, si vous avez des crédits à la consommation, il y a peu de chances que les rentabilités que vous avez sur de l'immobilier et même sur d'autres types d'investissements soient supérieures à ces taux de crédit puisqu'ils sont en général supérieurs à la moyenne et c'est des choses qu'on ne recommande pas évidemment puisque si on est conseiller en investissement, on ne va pas dire à quelqu'un de s'endetter avec des taux à 10, 15, 20, 30% de taux d'intérêt. C'est évidemment contre-productif et c'est fait vraiment pour des petits boosts à court terme pour des gens qui s'en sortent pas. Donc c'est déconseillé. C'est déconseillé et c'est surtout forcément impératif de les solder le plus tôt possible pour pas qu'ils s'accumulent et pour pas qu'ils soient du coup supérieurs au taux de rentabilité de vos autres investissements. Vous vous doutez bien que si on parle d'investissement immobilier, on ne parle pas de retour sur investissement annuel de 30, 40, 50%. On est sur des choses beaucoup plus volatiles ou beaucoup plus cycliques dans ce genre d'investissement. L'immobilier, c'est long et en général très linéaire. Même s'il y a des cycles aussi, hein, mais on est plus sur des investissements en fonction des emplacements, des prix au mètre carré, etc., qui vont entre 3% jusqu'à 10-12% au maximum. Donc effectivement, les crédits à la consommation sont déconseillés. Maintenant, on va parler de crédits immobiliers. Les crédits immobiliers, vous le savez, sont des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que non seulement vous avez la possibilité de rembourser sur un plus long terme, et en plus de ça, il y a souvent une garantie qui est faite sur le bien que vous achetez, et il y a toujours un collatéral qui s'associe au contrat que vous avez. Si vous ne remboursez pas les mensualités, la banque peut tout à fait saisir votre bien pour appeler les fonds. Aujourd'hui, les taux d'intérêt immobiliers, si on prend une fourchette très large, sans distinction de la durée, 15, 20, 25 ans, on oscille entre les 1 et 1,9%. Donc forcément, si vous avez plus de rentabilité nette que ces montants-là, ces taux-là, vous êtes gagnant. Pour autant, évidemment, que ce soit des taux d'intérêt à taux fixe et qui soient loqués, verrouillés sur toute la durée du contrat, bien sûr. Donc à ce moment-là, il n'y a aucune contre-indication et il n'y a aucune urgence à solder son crédit immobilier en cours, puisqu'on a toujours plus de rentabilité d'un côté que de l'autre. Donc là, la question est facilement adressée. Mais vous savez très bien que toutes les périodes ne sont pas forcément ensoleillées, il peut y avoir du mauvais temps et du coup, par rapport à ces périodes où on est un peu plus difficile, toujours conseillé de ne pas avoir sa capacité d'emprunt au maximum et d'être à zéro sur son compte bancaire ou en épargne. Il faut toujours avoir une épargne de précaution pour, ainsi dire, préparer les mauvais jours et avoir du cash, même s'il est grignoté par l'inflation en ce moment, pour pouvoir l'employer dans ces moments difficiles et donc combler et passer plus vite les tempêtes. Vous pouvez tomber malade, je ne vous le souhaite pas, vous pouvez perdre votre emploi, vous pouvez avoir un membre de votre famille qui a besoin d'aide. Voilà, il faut toujours avoir un matelas de sécurité prêt à l'emploi. En général, les spécialistes du conseil de l'investissement préfèrent dire à leurs clients de garder en général 6 mois de dépenses. Donc vous estimez vos dépenses sur un mois, vous faites x6 et ça donne le fonds d'épargne de précaution que vous devez en permanence avoir tout au long de votre vie.
Bien sûr, ça peut être moins si vous êtes plus enclin au risque et si vous êtes plus averse au risque, vous pouvez avoir plus si vous privilégiez la sécurité. Donc, comptez entre 3 mois de dépenses normales et 12 mois de dépenses normales pour ce fonds dédié à l'épargne de précaution. Maintenant, c'est sûr que les choses évoluent et qu'on va peut-être pas rester dans cet ordre de taux de crédit immobilier de 1 à 1,9%. Il y en a certains c'est plus et d'autres c'est moins, mais c'est vraiment une fourchette large de moyenne. Parce qu'on a des politiques de taux directeurs, donc dirigées par les banques centrales qui font les marchés du crédit immobilier en France, donc la Banque Centrale Européenne, et on va avoir forcément des réajustements. Donc il va falloir savoir si vous avez par exemple une rentabilité moyenne sur vos investissements à 3%, si ces taux directeurs passent à 3,5, et ce n'est plus la même chose. Et du coup, est-ce que ça vaut encore le coup de emprunter à ces taux-là pour avoir en face un retour sur investissement inférieur au taux d'emprunt? La réponse, encore une fois, est plutôt évidente. Ça, c'est aussi à surveiller. Après les chiffres qui sont objectifs, il faut aussi s'intéresser aux raisons psychologiques de solder son crédit. Ça peut aussi avoir des bénéfices au niveau mental, forcément. Si vous avez emprunté pour acheter votre résidence principale, c'est bien plus qu'un investissement. C'est là où vous vivez. C'est potentiellement là où vous allez élever vos enfants. C'est un endroit qui vous plaît et c'est un endroit où vous voulez vous sentir en sécurité et bien dans vos baskets et à l'aise. Donc forcément, c'est différent encore une fois et c'est une raison psychologique. Donc si vous vous libérez du taux d'emprunt et donc de l'emprunt que vous avez par rapport à votre résidence principale, là vous avez une sensation de vraiment détenir le bien dans lequel vous vivez et c'est beaucoup plus simple psychologiquement et ça libère vraiment d'une contrainte. Donc vous voyez qu'on peut analyser les chiffres d'un côté mais aussi des raisons émotionnelles de l'autre et ça, la raison émotionnelle dépasse totalement les chiffres analysés à froid. Donc ça, c'est vraiment chacun qui décide pour son avenir et pour sa construction de patrimoine. Maintenant qu'on a comparé les chiffres d'un côté et l'émotionnel, la psychologie de l'autre, on va s'intéresser bien sûr à un exemple concret pour que vous puissiez avoir plus d'éléments pour votre décision personnelle. Dans cet exemple, on va utiliser des chiffres hypothétiques mais quand même réalistes pour pouvoir se projeter. On va supposer qu'une personne qui a 30 ans va emprunter, qu'elle a un salaire moyen français adapté et on va garder des chiffres ronds, comme ça va être assez simple. On va prendre un salaire de 30 000 € par an et cette personne va emprunter pour acheter une maison à 300 000 €. Généralement, vous allez avancer et payer un apport de 10%. Si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir demander un prêt sur 25 ans. Disons que vous allez être chanceux et que vous allez pouvoir demander une augmentation de 4% par an et que l'inflation, donc l'augmentation des prix, pas forcément l'inflation, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, va augmenter que de 2% par an, ce qui a été la moyenne des décennies précédentes. Là, on est un peu au-dessus, évidemment, mais on va prendre des chiffres assez simples. Donc là, on va avoir deux choix, deux hypothèses de travail. La première hypothèse, ça va être que vous allez rembourser votre crédit immobilier avec les salaires donc, que vous percevez et on va supposer que le crédit immobilier est avec un taux d'intérêt associé assez haut à 2%. 2% pour l'entièreté du prêt sur 25 ans. Et de l'autre côté, on va supposer que vous investissez avec la même part de salaire plutôt que de rembourser ce même crédit. On va supposer que vous avez un investissement à 6% par an, ce qui est très très bien. Si vous mettez de l'argent de côté pour pouvoir acheter un bien immobilier, ça va mettre plus de temps de déclenchement que si vous remboursez un crédit immédiatement. Le temps de constituer l'apport et de constituer ce qui va permettre de réemprunter pour un investissement va être plus conséquent. Donc même si la courbe est plus exponentielle et qu'on est gagnant sur le long terme, ça va mettre un petit peu de temps avant de se déclencher.
Exemple, imaginez que vous vouliez faire un investissement à 100 000 € et que vous arriviez à mettre 300 € de côté chaque mois. Bon, il vous faudrait 3 ans pour constituer un apport conséquent pour pouvoir emprunter. Ce qui fait qu'on va comparer du coup la période de remboursement du crédit sur le premier sur 25 ans, mais sur le deuxième, en fait, on va calculer l'investissement sur 22 pour concurrencer les deux périodes et avoir les mêmes données possibles. Donc dans notre exemple de la personne qui a 30 ans et qui se demande quoi faire, on va assumer que 40% de son salaire passe dans les dépenses courantes et ensuite 46% passe dans le remboursement du crédit. Bien sûr, au fur et à mesure que le salaire augmente avec les hausses, ce pourcentage baisse. Dans cette configuration, le revenu disponible au bout de 10 ans est 40% supérieur et au bout de 25 ans redevient à hauteur de 80%. Donc le coût du crédit est largement diminué. Pourquoi cela augmente autant lorsque on arrive aux 25 ans? C'est parce que le crédit est soldé. Donc forcément, tout ce qui est dépenses courantes vient gréver le salaire, mais le crédit ne vient plus gréver le salaire à ce moment-là. Donc c'est vraiment ça l'avantage de payer son crédit, de rembourser son crédit le plus tôt possible. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Mais maintenant, si on décide qu'on veut payer plus de mensualités pour rembourser son crédit, et bien là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la durée se raccourcit forcément. Donc là, c'est plutôt au bout de 20 ou 21 ans que vous allez récupérer ce fameux 80%. Et à ce moment-là, vous soldez le crédit plus tôt et vous avez plus d'épargne à disposition plus tôt. Attention, dans certaines conditions, solder son crédit plus tôt peut avoir des frais. Donc, il faut aussi prendre en compte ces frais dans nos calculs. Souvent, solder son crédit va être associé par exemple à une grosse somme d'argent qui rentre. Et bien souvent, c'est les héritages et la vente de biens en indivision, des choses comme ça qui arrivent. Et du coup, on se pose la question, mais est-ce qu'il vaudrait mieux plutôt solder son crédit à ce moment-là? Et donc, forcément, c'est intéressant de regarder ces chiffres dans le détail. Donc, en résumé, si on prend l'épargne et qu'on la met de côté pour faire un investissement plus tard avec un apport, ça va être assez long. Tandis que si on compte sur le fait de rembourser son crédit tôt, soit avec le salaire qu'on perçoit et qui augmente, soit avec une somme d'argent qui arrive plus tard, mais normalement on ne doit pas la prendre en compte dans cette situation-là. Sur une vie, il faut quand même tout analyser. Eh bien, on a un avantage à solder son crédit le plus tôt possible. Aussi parce que ça va du coup nous constituer un apport pour un investissement une fois qu'on a payé sa résidence principale. Maintenant, le revers de la médaille de ça, c'est qu'il faut attendre longtemps avant de refaire cet investissement-là. C'est-à-dire que avec l'épargne que vous mettez de côté pour solder vos crédits, vous auriez pu constituer un apport en 3 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un investissement à 100 000 €. Donc ça vous aurait constitué un salaire supplémentaire. Mais avec l'option de lever son crédit, on commence l'investissement bien plus tard. Donc les intérêts composés et le fait d'avoir ce salaire complémentaire arrivent bien plus tard, en moyenne au bout de 15-20 ans. Donc ça, forcément, c'est une chose à prendre en compte et plus le temps avance, moins on a de temps devant soi pour justement bénéficier de la constitution de cet apport avec les revenus complémentaires. Donc c'est à chacun, vous l'aurez compris, de décider ce qu'il préfère faire avec des petits calculs assez simples, des projections. Mais ça sert toujours de s'ouvrir l'esprit et c'est pour ça qu'on est là, d'essayer de vous guider dans travers les pistes, de vous donner des pistes de réflexion. Donc c'est ce qu'on voulait faire avec cette vidéo sur Analysimo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, c'est important pour nous. On fait des analyses aussi chaque semaine d'investissements réels que vous pouvez trouver sur le marché. Donc si vous voulez aller regarder la playlist, je vous l'affiche bien évidemment. Et bien sûr, je vous dis à une prochaine fois. C'était Analysimo. Ciao!